Les matins de France Culture, Guillaume Erner. L'actualité du jour, c'est bien entendu cette grève à la SNCF. L'opinion, par exemple, évoque un mouvement incontrôlé des contrôleurs qui perturbe la stratégie gouvernementale pour la réforme des retraites. Pour parler de cette situation, à la fois de cette situation précise à la SNCF, mais aussi plus généralement de la question salariale, qui est une question aujourd'hui qui se pose et qui, du fait de l'inflation, va probablement monter au sein du pays, en France d'ailleurs comme dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Angleterre. Nous sommes en compagnie d'une économiste, Agnès Benassi-Kéré, bonjour. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes chef économiste du Trésor. À côté de vous, Pierre Ferracci, bonjour. Bonjour Guillaume. Pierre Ferracci, vous êtes président du groupe Alpha, expert en relations sociales, et il va falloir votre expertise pour que vous nous expliquiez ce qui se passe à la SNCF. C'est, semble-t-il, une grève Facebook, c'est-à-dire que les syndicats ont été débordés par une catégorie de salariés, autrement dit donc les chefs de bord, autrement dit là aussi les contrôleurs, maintenant on les appelle des chefs de bord. Qu'est-ce que ça signifie, Pierre Ferracci ? Ça signifie d'abord qu'il y a à la SNCF, comme dans beaucoup d'entreprises, une inquiétude liée à la poussée inflationniste qui amène à des revendications salariales qui sont sans doute beaucoup plus fortes que ce qu'on a connu dans un passé récent. Et puis ça renvoie aussi, certains évoquent le mouvement des Gilets jaunes, même si ça a peu de rapport en tout cas en termes de revendications, un débordement des syndicats. C'est évident que les syndicats sont confrontés à une situation difficile puisque certains ont signé l'accord salarial proposé par la direction de la SNCF, c'est la CFDT, d'autres ont retiré le préavis de grève, c'est l'UNSA, et les autres, la CGT et Sudrail, ont déposé un préavis mais n'ont pas appelé à la grève et accompagnent le mouvement effectivement que vous appelez Facebook mais qui est parti de façon un petit peu incontrôlée. C'est une situation que les syndicats commencent à connaître assez souvent, qui renvoie peut-être à leur relation avec la base des salariés et à leur façon de prendre en compte un certain nombre de situations. Bon, c'est aussi un signe que le dialogue social à la SNCF est un peu compliqué. Je crois qu'il était prévu de reprendre la discussion autour des contrôleurs au mois de janvier. Visiblement, il y a eu un quiproquo et le mouvement s'est durci, alors qu'il semblait y avoir quelques perspectives de sortie de crise, y compris au sein du mouvement qui dépasse les syndicats, puisque quelques responsables avaient donné le sentiment qu'il fallait marquer la pause de Noël, que les usagers attendent bien évidemment, compte tenu des départs en vacances qui sont programmés. Donc c'est une situation compliquée. Alors bon, ça donne lieu forcément dans ces cas-là à beaucoup d'excès. J'entendais un politologue sur une chaîne voisine qui hier disait toute grève est un chantage. Bon, c'est prévu par la Constitution. Donc autant les syndicats ont intérêt effectivement à ne pas se mettre les usagers à dos, et en période de congé de Noël, c'est évidemment un sujet qui doit les préoccuper. Je crois qu'il les préoccupe. Autant on ne peut pas se limiter à ça, parce que ceux qui se félicitaient il y a quelques années du débordement des syndicats par les Gilets jaunes se rendent compte peut-être qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux avoir des syndicats un peu plus solides et un peu plus puissants et dans un respect du dialogue social plutôt que ce genre de mouvement incontrôlé. Donc il va falloir en sortir. Je crois que les syndicats et la direction essayent de trouver une issue et d'éviter le clash de ce week-end, mais j'ai l'impression qu'on est parti quand même pour avoir des désordres importants dans la gestion des TGV notamment. Là, l'enjeu, c'est l'autre week-end, celui du jour de l'an. Voilà, il faut au moins éviter que l'autre week-end du jour de l'an soit aussi concerné par ces mouvements. Donc il faut à tout prix convaincre le mouvement qui s'est lancé à côté des syndicats. Alors certains diront mais que font les syndicats ? Ils essayent, certains en accompagnant le mouvement, d'autres en faisant valoir que le compromis proposé par la direction était satisfaisant. Ils essayent de canaliser le mouvement, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Et quand je disais que c'est des choses auxquelles seront confrontés les syndicats, on va rentrer dans une période, il y a notamment la poussée inflationniste qui est très forte aujourd'hui et dont personne ne sait, peut-être que... On va en parler dans quelques secondes avec Agnès Benassi-Kéré. Il y a aussi, n'oubliez pas, le débat sur les retraites, qui est synonyme aussi quelque part de baisse de pouvoir d'achat demain. Donc ça crée des ébullitions qu'il va falloir contrôler au niveau des directions. On n'oublie rien, on va parler de tout, Pierre Ferracci. Mais alors, la direction, elle répond qu'elle a déjà lâché sur les salaires, la direction de la SNCF. Donc pour les chefs de bord, elle a lâché une augmentation de 5,9% en 2023, après 5,7% en 2020, avec une prime donc de 600 € et un salaire annuel brut qui passera donc de 39 000 à 42 000 € en moyenne.
en valeur absolue, bon, chacun jugera ces chiffres. Pour la situation précise, est-ce que c'était assez? Est-ce que 6% d'augmentation, en réalité, c'est insuffisant? Parce qu'il y a aussi d'autres revendications des chefs de bord sur le fait qu'ils sont aujourd'hui dotés de trop de tâches, qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus. Bref, il n'y a pas uniquement un volet salarial dans ce mouvement. Tout à fait. Comme souvent dans ce genre de conflit, il y a aussi un problème de reconnaissance. La comparaison que font les contrôleurs, c'est avec les conducteurs de train. Ils sont amenés à se déplacer souvent, donc il y a un enjeu de conditions de travail, il y a un enjeu de reconnaissance. C'est pour ça qu'on peut faire effectivement référence à quelques mouvements récents un peu plus puissants au niveau national. Et puis il y a la politique salariale. Effectivement, l'effort de la direction de la SNCF est important. Après, encore une fois, le fait que l'inflation galope et qu'on ne sait pas à quel moment elle va s'arrêter, si elle est structurelle, si elle est conjoncturelle, ça inquiète beaucoup de salariés et ça pousse parfois à des formes de surenchère qui dépassent les directions d'entreprise et parfois qui dépassent aussi les syndicats qui sont prêts à une forme de compromis plus satisfaisant. Mais alors, justement, là aussi, est-ce qu'on a affaire à l'intérieur de l'entreprise à différents bras de fer? Donc, bras de fer avec les syndicats, la base par rapport aux syndicats, des syndicats qui sont non pas disqualifiés, mais débordés peu de temps après les élections professionnelles, ce qui est un mauvais signal pour eux. Bras de fer entre différentes catégories de salariés, puisque là, vous venez d'évoquer les conducteurs de train, et apparemment, pour les chefs de bord, il y a une comparaison qui est à leur désavantage. Oui, il y a une différence de traitement incontestable. Il y a eu des problèmes du même type à une époque entre les hôtesses et les stewards d'Air France avec les pilotes de ligne. Donc une forme de reconnaissance entre différents métiers qui, de leur point de vue, n'est pas satisfaisante. Après, vous parlez des syndicats qui sont désavoués. Les élections ont eu lieu récemment. Bon, le rapport de force reste à peu près le même. Il y a des transferts à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le bloc réformiste et le bloc protestataire. Sud a un peu gagné, la CGT a légèrement perdu, mais le rapport reste à peu près le même. On est dans une entreprise où les syndicats sont quand même assez représentatifs et ont une base assez solide. Donc c'est en ça que c'est un petit peu inquiétant, c'est que même dans ce genre d'entreprise, on voit qu'il peut y avoir ce type de débordement. Alors ça interpelle les pouvoirs publics quand c'est une entreprise publique et la direction de la SNCF, ça interpelle également les syndicats, qui le reconnaissent d'ailleurs, qu'il faut un effort en ce moment pour réfléchir d'abord à des formes de mobilisation qui soient un peu moins pénalisantes pour les usagers. En l'occurrence, ici, on voit bien que ça déstabilise beaucoup de catégories modestes, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément des transports de substitution évidents. Et puis, ils se rendent compte aussi que le rapport à la base doit être aussi amélioré. C'est peut-être aussi un problème pour les directions d'entreprise que d'avoir un lien avec une forme de dialogue professionnel, au-delà du dialogue institutionnel et syndical, qui permettent de sentir un petit peu ce qui va se passer. Parce qu'à l'évidence, ce mouvement, il n'était pas vraiment prévisible d'un côté comme de l'autre. Donc il faut essayer de le reprendre en main, forcément en s'appuyant sur les syndicats. Je crois que la relation directe avec des mouvements coordonnés comme ça sur Facebook et qui sont difficiles à juguler, parce que on voit bien d'ailleurs dans les médias, c'est de façon anonyme qu'ils s'expriment, alors que les dirigeants des organisations syndicales n'ont pas ce type de problème. Donc il faut à tout prix que le dialogue reprenne, même si ça sera difficile de compenser ce qui est prévu pour le week-end de Noël. Agnès Benassi-Kéré, vous êtes chef économiste du Trésor, donc on a évoqué des augmentations de salaire, là en l'occurrence de 6%. Il faut comparer maintenant cela avec l'inflation, et je vous ai invité justement pour que vous nous donniez des éléments de cadrage pour qu'on comprenne de quel phénomène on parle et par conséquent que chacun se fasse son opinion sur les hausses de salaire qui devraient être la conséquence de ce phénomène inflationniste. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc effectivement, c'est important d'avoir quelques points de repère. La dernière prévision à court terme de l'INSEE est sortie la semaine dernière. Donc on a un chiffre d'inflation des prix à la consommation en 2022 qui serait en moyenne de 5,3%. Je donne ce chiffre parce que dans la plupart des pays européens, c'est à deux chiffres, l'inflation est supérieure à 10%.
sur les salaires, l'INSEE s'attend à ce que l'inflation recule durant l'année 2023, puisqu'on voit déjà les prix des matières premières et de l'énergie qui ont beaucoup diminué et qui sont revenus pour la plupart à un niveau d'avant la guerre en Ukraine. Sur les salaires, alors les salaires moyens par tête, donc corrigés par l'activité partielle. Il faut faire attention quand on regarde les salaires parce qu'il y a eu un phénomène bizarre en 2021, c'est-à-dire que des gens n'étaient pas payés par les entreprises, étaient payés par l'activité partielle. D'après la Banque de France, en 2022, on serait un peu en dessous de plus 4%, on serait à 3,8% en 2022. Donc, si vous faites la différence entre les deux chiffres, un peu plus que 5% pour l'inflation, un peu moins que 4% pour les salaires, donc vous obtenez un écart d'un peu plus que 1%, donc un recul du pouvoir d'achat du salaire en 2022, qui, d'après la Banque de France, serait rattrapé en 23 et 24, comme c'est d'habitude. On a l'habitude. Enfin, là, c'est spectaculaire parce qu'on n'avait plus vu l'inflation comme ça depuis longtemps. Mais les salaires rattrapent progressivement en 2 ans l'essentiel des pertes de pouvoir d'achat. Il y a une autre manière de voir les salaires corrigés de l'inflation. Il y a une autre mesure de l'inflation qui est l'augmentation des prix des produits qui sont vendus par les entreprises. Puisque finalement, les salaires, c'est à la fois du pouvoir d'achat pour les salariés, mais c'est un coût opérationnel pour les entreprises. Et là, on voit que les salaires en 2022 n'auront pas augmenté moins que le prix des produits que vendent les entreprises. Et donc, comment ça se fait, ça ? Eh bien, c'est parce que le choc d'inflation, il est largement importé en 2022. Et donc, en fait, les entreprises françaises subissent le choc comme les salariés. Et en fait, c'est de l'argent qu'elle verse au reste du monde et donc qui n'est pas là pour rémunérer les salariés. Donc on a cet écart-là et c'est le cœur, en fait, je pense que c'est le cœur du conflit. C'est qu'il y a une manière de voir qui est de manière pouvoir d'achat, du salaire, attention, c'est pas le pouvoir d'achat total, on pourra en parler, la différence entre le salaire et le pouvoir d'achat. Il faut en parler tout de suite. Agnès Benassi, pour bien expliquer. Il y a la valeur réelle du salaire, mais en fait, le pouvoir d'achat, c'est bien plus que ça. On a vu que l'emploi était extrêmement dynamique. Et remarquablement dynamique. On est au-dessus du niveau d'avant la crise Covid, de presque 4% sur l'emploi salarié. Donc ça soutient le pouvoir d'achat. Et par ailleurs, et ça c'est très important aussi, on a des transferts, les minima sociaux, les retraites, et en plus il y a des chèques exceptionnels. Donc tout ça soutient le pouvoir d'achat. Pour le premier décile de revenus, je donne juste de niveau de vie, pardon. Le premier décile de niveau de vie, les prestations indexées sur l'inflation, donc les gens complètement protégés, c'est 70% du revenu disponible. Donc vous voyez que cette dimension-là doit être aussi prise en compte quand on calcule le pouvoir d'achat qui, selon l'INSEE, serait stable en 2022. Donc il n'est pas en recul. Ah, donc il n'est pas en recul. Ça, c'est effectivement moins 0,2% pour être très exact. Mais alors, Pierre Ferracci, parce que si on prend par exemple la catégorie des chefs de bord, plus généralement aussi des salariés qui sont à des niveaux de rémunération, donc aux environs de 40 000 € par an, on n'a pas affaire au premier décile, mais on voit qu'on est dans une situation qui est à la fois une situation inflationniste, Agnès Benassi-Kéré vient de la décrire, mais aussi dans une situation où il y a probablement plus de pouvoir du côté des salariés qu'auparavant, puisque le marché de l'emploi est très dynamique, et les sociétés doivent embaucher. On évoque par exemple pour les entreprises de transport le fait que beaucoup ont du mal à trouver des salariés. Ça aussi, c'est quelque chose qui favorise les conflits sociaux, et en tout cas qui favorise les revendications avant qu'il y ait des conflits. Non, et bien sûr, le rapport de force est aujourd'hui sans doute plus favorable aux salariés qu'il n'était ces dernières années. Après, Agnès a évoqué un sujet qui est important, c'est que les salariés se réfèrent, ce qui est normal, au taux d'inflation, à ce qu'ils voient sur le terrain, une inflation qui est largement importée. Les entreprises ne répercutent pas dans leur prix la totalité de cette inflation. Donc, elles ont un peu de mal à céder autant que les salariés le demandent, qui, eux, se réfèrent à ce taux d'inflation global. D'où un certain nombre d'incompréhensions, d'ailleurs, dans les entreprises. Après, vous avez des situations dans les entreprises qui sont très diverses. Bon, la situation de la SNCF, on le sait, n'est pas brillante sur le plan financier. Elle est confrontée aujourd'hui à une concurrence qui est assez féroce, aussi bien sur les voyageurs que sur les marchandises. Alors, l'État donne aujourd'hui un peu plus de 18 milliards à la SNCF. Oui, mais après, j'évoquais tout à l'heure le contexte global. Il y a l'inflation qui était évoquée à l'instant.
Il y a aussi le débat sur les retraites qui arrive, qui est synonyme, qu'on le veuille ou non, pour les futurs retraités que sont les salariés ou les agents publics, ou d'une baisse du pouvoir d'achat, ou d'un travail de travailler plus longtemps pour ceux qui sont amenés à continuer. Il y a aussi des petits enjeux en ce moment qui touchent quelques sujets. Je vous donne un petit exemple. Le compte personnel de formation qui a été un vrai succès ces derniers temps. Bon, le gouvernement vient de faire savoir qu'il y aurait un reste à charge pour les salariés dont on ne sait pas très bien comment il va concerner les différents salariés. Je suppose que pour les catégories les plus modestes ou les demandeurs d'emploi, il n'y aura pas ce reste à charge. Mais tous ces éléments et les incertitudes liées à l'environnement, le fait que l'État ait aussi beaucoup aidé les salariés ces derniers temps, mais qu'il est en train petit à petit de remettre en cause ces formes d'aide, crée une inquiétude qui se traduit aussi par ces conflits salariaux. Mais alors, toujours pour essayer de bien comprendre, Agnès Benassi-Kéré, lorsqu'un salarié a aujourd'hui 6% d'augmentation, est-ce qu'il est aujourd'hui, indemne par rapport à l'inflation? Est-ce que cette augmentation compense l'inflation ou pas? Je sais que c'est une question difficile, mais c'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Ah bah oui, s'il a 6%, il est bien. Il y a des différences selon les catégories de travailleurs et on observe plutôt une réduction des inégalités salariales en 2022, puisque le SMIC, comme vous le savez, est parfaitement indexé. Et il n'est pas indexé sur l'inflation totale, il est indexé sur l'inflation du premier quintile, donc les 20% les plus modestes, qui est une inflation légèrement supérieure à la totalité. Mais alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce qu'il doit y avoir des effets de seuil. C'est-à-dire que si le SMIC est en partie augmenté par rapport à l'inflation, comme vous venez de l'évoquer, est-ce que ça signifie que lorsqu'on est légèrement au-dessus du SMIC et que l'on ne bénéficie donc pas de cette augmentation, il y a un problème pour les salariés du premier décile, autrement dit ceux qui sont dans les bas salaires mais qui ne sont pas au SMIC? Alors, le premier décile n'est pas vraiment au SMIC, en tout cas pas au SMIC à plein temps. Si, en fait, bon, d'abord, le SMIC est totalement indexé. Il n'est pas partiellement indexé, il est totalement indexé. En octobre 22 par rapport à octobre 21, il a augmenté de 8%. Si on prend le troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021, il aura augmenté de 7,3%. Donc ça, c'est une chose. Donc, alors, pour ceux qui sont légèrement au-dessus du SMIC. Ceux qui sont légèrement... Donc, il y a les minima de branche que connaît très bien Pierre Ferracci, qui... mécaniquement vont se retrouver en dessous du SMIC et donc finalement ces gens ils vont être payés quand même au SMIC, donc il y a cette hausse qui est mécanique et ensuite il y a quand même une influence du SMIC sur les autres salaires, ça a été montré par différentes études qui va pas jusqu'au haut salaire. Donc mais elle n'est pas immédiate cette hausse. Alors elle est assez rapide. Donc si je prends par exemple donc le troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021, donc que tout soit bien comparable, donc sur le SMIC on a plus 7,3% et en moyenne pour les employés par exemple on a plus 4,6%. Donc c'est moins, mais c'est quand même plus que les cadres qui sont seulement à 2,7%. Donc vous voyez que vous avez un rétrécissement de l'échelle des salaires, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le choc pèse plus sur les hauts salaires que sur les bas salaires. Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, expert en relations sociales, Agnès Benassi-Kéré, chef économiste du Trésor. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer à la fois ce mouvement social à la SNCF, plus généralement la situation liée à l'inflation, la question des retraites aussi, qui est une question qui va se poser à la rentrée de janvier. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous sommes de retour avec nos invités. Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, expert en relations sociales. Agnès Benassi-Kéré, chef économiste du Trésor. On a évoqué ce mouvement social à la SNCF, un mouvement d'un type un peu particulier puisque les syndicats ont été débordés. On parle de mouvement Facebook, il concerne les chefs de bord, il augure peut-être d'autres mouvements sociaux, des mouvements conséquences de l'inflation. Agnès Benassi-Kéré, on vient d'entendre un billet politique de notre camarade Angélique Bouin sur la Belgique. Justement, l'inflation touche la France, comment touche-t-elle les autres pays, et notamment les pays européens ? Oui, alors effectivement, la France se distingue parce qu'elle a mis très vite en place des boucliers tarifaires pour bloquer les hausses, enfin pour bloquer tout court le prix du gaz et de l'électricité, plus la remise carburant.
qui a été même augmenté en septembre pour disparaître à la fin de l'année. Et donc ça représente à peu près 3 points, enfin entre 2 et 3 points, ça dépend comment on calcule, d'inflation. Donc si on compare maintenant, j'en viens à votre question, on compare avec d'autres pays européens, on a une inflation beaucoup plus faible. Il faut utiliser un autre indice de prix à la consommation pour pouvoir comparer, c'est ce qu'on appelle l'indice harmonisé, qui est légèrement plus élevé que l'indice qu'utilise l'INSEE. Donc en novembre 2022, par rapport à novembre 2021, en France, cet indice harmonisé sera en hausse de 7%, 7,1%. Et pour donner un point de comparaison, en Allemagne, c'est 11,3%, en Italie, 12,5%. Ah oui, donc la France bénéficie d'une situation... Vous l'aviez dit, mais là, vous le détaillez, favorable. Eh bien oui, parce qu'en fait, vous prenez 7%, vous rajoutez 3 points de bouclier, vous arrivez à 10%. Donc en fait, il n'y a pas de miracle. Hein, ça vient directement de ces politiques étalement. En fait, le but du gouvernement, c'était vraiment d'étaler la hausse des prix dans le temps, en espérant que les prix de l'énergie allaient finir par reculer, ce qui est le cas, en fait. Et donc, in fine, il n'y aurait pas besoin d'augmenter autant. Mais d'un autre côté, ces 3%, c'est nous qui les payons, puisque c'est la richesse nationale qui, aujourd'hui, compense ces prix de l'énergie, les a compensés pour ceux qui ont été faits, ce qui signifie qu'il y a quand même un appauvrissement collectif. Absolument. Donc en 2022, ce qui est tout à fait frappant, c'est que alors on a un choc qui, sur les importations, le coût des importations, vous prenez la hausse du coût des importations énergétiques multipliée par les volumes avant la crise énergétique, vous obtenez à peu près 85 milliards d'euros. Et donc ça représente à peu près 3% du PIB. Donc ce choc-là, il aurait dû être supporté par les ménages et les entreprises. Et en fait, il a été supporté par essentiellement le secteur public qui a financé donc, ces boucliers, qui a financé les chèques énergétiques exceptionnels, qui a financé l'indexation anticipée des minima sociaux, des retraites, etc. Pierre Ferracci, est-ce que c'est une situation inédite? Est-ce qu'elle rappelle, je ne sais pas, d'autres situations historiques, par exemple la crise des années 70 avec une inflation importante? Est-ce qu'on se retrouve dans des situations de ce type, ou bien s'agit-il d'une configuration complètement nouvelle qui augure là aussi de conflits sociaux inédits? Bon, la configuration est totalement nouvelle parce qu'il y a l'inflation, la hausse du prix de l'énergie, la guerre en Ukraine, qui donne un contexte international qu'on a rarement connu ces derniers temps. Moi, je pense que c'est la conjonction de tout ça qu'il faut gérer de façon plus intelligente du côté du gouvernement, plus fine. Le débat sur les retraites, encore une fois, il peut être synonyme soit de travail plus durable pour des salariés qui, pour des raisons de pouvoir d'achat, sont amenés à continuer à travailler, soit de pouvoir d'achat amputé s'ils acceptent de partir au même moment que ce qu'ils avaient prévu avec l'allongement de l'âge minimal. Bon, c'est tout ça qu'il faut gérer. Et je ne sais pas s'il y aura une explosion sociale. Personne ne peut le dire, pas plus les syndicats que le gouvernement. Il y a en tout cas une tension. Alors, les boucliers tarifaires qu'évoquait Agnès Benassi-Kéré, on sait que ça a une fin, que ça va être à un moment donné quelque chose qui sera derrière nous. Donc, c'est cette incertitude-là. Au Trésor et avec des économistes brillants, on y voit clair sur l'inflation. Du côté de l'opinion publique, on y voit un petit peu moins clair. C'est cette incertitude qui fait que l'angoisse a gagné beaucoup de salariés aujourd'hui. C'est une situation très angoissante, l'inflation. Oui, je prends un exemple. La transition environnementale, tout le monde sait qu'elle va coûter très cher. Bon, l'opinion a un élément concret pour le toucher. On va basculer dans les voitures électriques avec 5 ans d'avance parce que la Commission l'a décidé. Bon, ce qui est à mon avis un petit peu stupide, on aurait pu avoir une transition plus douce. Tout le monde sait que les voitures électriques aujourd'hui sont plus chères que les voitures à moteur thermique. Combien de temps ça va durer ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous voyez des groupes comme Stellantis aujourd'hui qui annoncent qu'ils vont délocaliser la production de voitures électriques justement parce qu'ils ne peuvent plus suivre la concurrence chinoise notamment, ou peut-être américaine demain. Bon, il y a des incertitudes à la fois sur le futur emploi, alors que la situation de l'emploi est plutôt bonne aujourd'hui, enfin plutôt bonne, il y a des tensions qu'on évoquait tout à l'heure, et des incertitudes sur le pouvoir d'achat et sur les retraites. Bon, c'est ça qu'il faut maîtriser.
Le problème du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il a un front syndical uni, et même la CFDT qui était beaucoup plus ouverte. Rappelez-vous que Laurent Berger était plutôt favorable au système à points il y a quelques années, quand Emmanuel Macron l'avait proposé. Aujourd'hui, c'est un front commun qui est très solide. Est-ce qu'il va déboucher sur un mouvement d'ampleur? Ça, personne ne le sait. Il peut y avoir un élément déclencheur, il peut y avoir une tension dans la négociation. Mais en tout cas, il faut éviter de se focaliser sur le simple âge minimal légal, sur les 65 ans ou les 64 ans ou les 63 ans. Il y a les enjeux des carrières longues, il y a les enjeux de pénibilité au travail, enfin de travaux difficiles qui doivent être traités différemment. Et c'est cette ouverture-là peut-être qui a manqué. Pas seulement d'ailleurs au niveau du gouvernement, peut-être que la négociation entre les partenaires sociaux sur cette question de pénibilité, qui est toujours un peu délicate à prendre en considération dans les branches autant qu'au niveau national, ça aussi ça fait défaut aujourd'hui dans le paysage. Agnès Benassi-Kéré, justement, alors vous évoquiez le fait que d'après les prévisions du Trésor en 2023, la situation inflationniste allait se réduire, il y aura moins d'inflation. Néanmoins, si les prix de l'énergie baissent, les prix qui sont par exemple pratiqués dans le domaine alimentaire risquent, eux, de ne pas nécessairement baisser. Je pense notamment aux prix agroalimentaires. On voit rarement des prix lorsqu'ils ont monté. Je parle de produits finis, de produits agroalimentaires. Lorsqu'ils ont monté, on les voit rarement réduire. Les industriels ne rognent pas leur marge. Après, est-ce que ça signifie par conséquent qu'on va avoir un retour à la normale, ou est-ce qu'on va maintenir des prix élevés sur certains produits et certaines denrées? Alors, il y a un délai entre les coûts des produits bruts importés, style l'huile, le blé, enfin le blé on le produit en France, mais des produits agroalimentaires importés et les produits qu'on voit dans les supermarchés qui sont transformés. Donc là, ce qu'on voit depuis plusieurs mois, c'est un recul en moyenne des coûts des biens agroalimentaires bruts importés, et donc ça va se transmettre progressivement dans les prix à la consommation. Maintenant, même si les prix ne reculent pas, c'est ça qui est le plus important. Même si on avait une marge d'escalier sur les prix des produits alimentaires, vous voyez bien qu'à bout d'un certain temps, ça ne contribue plus à l'inflation, puisque vous avez une marge d'escalier, et donc l'inflation, si on reste sur un plateau, eh bien ça fait 0%. Donc c'est ça qui, en fait, serait de nature à faire reculer l'inflation en 2023. C'est là-dessus qu'on se base. Et donc les boucliers, effectivement, vont être relâchés progressivement. L'espoir là, c'est que les prix de l'énergie, on a eu quand même en 2022 une conjonction de mauvaises nouvelles sur le gaz, mais également sur la production hydroélectrique en Espagne, sur la production nucléaire en France, etc. etc. Donc l'espoir, c'est qu'il y a un relâchement des prix de l'énergie, comme on a pu le voir jusqu'à présent. Et donc quand on relâche les boucliers, en fait, on puisse que les prix de l'énergie augmentent moins que si on l'avait fait en mois d'août de 2022. Et dans le même temps, alors, puisqu'on parle de hausse, Pierre Ferracci, il risque d'y avoir, c'est pas forcément un risque, ça peut être une opportunité aussi, une augmentation des salaires, puisqu'on voit qu'il y a des secteurs où les embauches sont difficiles. Je vois par exemple la pénurie de soignants, elle est générale en Europe, elle est particulièrement présente en France. On voit mal comment celle-ci pourrait être résolue sans une augmentation des salaires, et ce n'est pas le seul secteur où il y a des difficultés à l'embauche liées au manque de main. Si j'écoute Agnès Benassi-Kéré, même si elle est prudente, j'ai l'impression il y a peu de chances qu'on dépasse les 10% d'inflation qu'on avait dans les années 70. Il y a peu de chances aussi qu'on retrouve les 2% qu'on avait ces derniers temps. On va quand même se situer à un niveau d'inflation un peu plus élevé. Bon, c'est en ça que je dis, la certitude, elle existe quand même un petit peu pour les salariés. Après, le problème que vous évoquez est réel. Il y a des salaires aujourd'hui qu'il faut... La tension sur le marché du travail, elle est liée à des problèmes de reconnaissance de certains métiers et à des problèmes aussi de reconnaissance sur le plan salarial. Il y a des métiers où les salaires devront augmenter plus vite que la moyenne parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie évidente. Et derrière tout ça, je crois qu'il y a plus généralement... Alors, Agnès évoquait tout à l'heure le fait que les salaires, la hiérarchie des salaires se réduit un petit peu dans la crise. Je pense qu'il y a un gros problème de partage de la valeur. Peut-être entre les salariés eux-mêmes, peut-être entre salaire et profit, même si on dit que depuis des années, les choses n'ont pas tellement bougé à ce niveau-là. Moi, je disais tout à l'heure, la transition environnementale fait peur aujourd'hui.
Bien sûr qu'elle fait peur, parce que, alors d'ailleurs, ça n'a pas été un débat de campagne électorale, ça va coûter très cher. Et quand on dit que ça va coûter très cher, je crois qu'il y a un travail de Jean Pisani-Ferry qui va sortir là incessamment sous peu. La question qui suit derrière, c'est qui va payer? Les entreprises, les ménages, les salariés, l'État, l'Europe, enfin il y a un espèce de flou artistique là-dessus, mais ça va coûter très cher et on a intérêt à bien réfléchir à la façon d'articuler les enjeux économiques, les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a cette incertitude. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a des salaires, si on n'ouvre pas un petit peu la vanne des rémunérations, qui vont être encore rejetés par les salariés, avec une pénurie de recrutement qui va continuer. Mais Agnès Benassi-Kéré, alors il y a la question de savoir qui va payer, ça c'est une question qui concerne tout le monde. Est-ce que c'est effectivement la collectivité par le biais d'aides par exemple, ou est-ce que ce sont les ménages qui vont payer la transition énergétique? Mais ça signifie au niveau macroéconomique malgré tout qu'il y aura une part du revenu national qui va aller vers cette transition. Est-ce que ça signifie qu'on va s'appauvrir parce qu'on va distraire une partie de ce revenu pour le flécher vers ces dépenses-là? Est-ce qu'au contraire, cela va créer un cercle vertueux parce qu'il va y avoir de nouvelles activités qui vont ainsi être financées? Comment on peut imaginer les conséquences économiques de cette transition énergétique? Alors, effectivement, cette transition énergétique va entraîner une modification de la structure de l'économie avec des emplois qui vont être en forte tension, en forte demande, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Par exemple dans la construction. En fait, la plupart des emplois, disons, ce qu'on appelle verdissants, c'est-à-dire qui vont effectuer la transition écologique, même si ce n'est pas des métiers nouveaux, dans la construction, les maçons et les couvreurs, ça existe déjà. Simplement, il faut qu'ils fassent évoluer leurs compétences. Et ces métiers sont déjà en forte tension et quand vous regardez les projections, il y aura une énorme demande, une énorme contribution à la transition, ça va être dans le secteur de la construction. Et donc, on voit bien que ces métiers vont être naturellement revalorisés. Mais par contre, vous allez avoir des métiers qui vont être en déclin. Et donc, on a devant nous une modification, je pense, assez importante des rémunérations relatives dans les différents métiers. Après, la question que vous posez, c'est aussi au niveau agrégé, du partage de la valeur ajoutée agrégée. Et là, Pierre a dit tout à l'heure que le partage de la valeur ajoutée en France est relativement stable sur longue période, ce qui est le cas, ce qui est remarquable, parce que dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, la part du travail a reculé. Ce n'est pas le cas en France. Et c'est intéressant de jeter un coup d'œil de ce qui s'est passé dans les années 70. Dans les années 70, les salaires ont augmenté plus que les prix à la consommation, jusqu'à 83, qui était un changement majeur. Et à l'époque, il y avait des gains de productivité. Et donc, c'était possible de donner plus de salaire sans avoir un recul des marges des entreprises et donc de capacité à investir et à embaucher. Aujourd'hui, c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est qu'on a beaucoup moins de gains de productivité et donc il n'y a pas de marge finalement à donner aux salariés, même si on a un emploi qui, encore une fois, on a de la chance, dans notre malheur, on a de la chance d'avoir un emploi qui reste dynamique, même s'il va ralentir, c'est évident. Et donc, dans les années 70, il faut se rappeler que le chômage avait énormément augmenté. Il est passé de 3 à 7%. C'est pas ça qu'on veut. Clairement, pour le pouvoir d'achat, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je pense qu'il faut aussi se rappeler les erreurs qui ont été faites dans les années 70, de faire des augmentations générales et pas tenir compte du fait que les entreprises étaient hétérogènes et inégalement capables de répercuter sur leurs clients. Mais alors, justement, je voyais une statistique qui était tout à fait étonnante. Alors, elle valait pour l'économie américaine, pour sa capacité à absorber les crises sans créer des chômeurs supplémentaires, et ce depuis 2008. Donc, il y a eu un certain nombre de chocs, le dernier choc étant évidemment le choc lié à la crise ukrainienne. Ça ne provoque pas de chômeurs supplémentaires, l'économie américaine est dynamique. Pour l'économie française, c'est un peu la même chose, puisqu'il y a une diminution du nombre de chômeurs et elle se poursuit alors même que nous sommes en crise. Est-ce que ça signifie que la gouvernance s'est améliorée? Est-ce que ça signifie que les économistes ont enfin réussi? Je ne vais pas vous embêter, vous, au nom de tous les économistes, Agnès Benassi-Kéré, mais est-ce que ça signifie qu'on a trouvé, malgré tout, les bons instruments macroéconomiques pour éviter qu'il y ait une cohorte de chômeurs supplémentaires, comme ce fut le cas, par exemple, dans les années 70 et 80? Alors oui, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on a une croissance plus riche en emplois, donc plus inclusive,
avec notamment une hausse spectaculaire du taux d'emploi des jeunes, qui est en partie liée aux réformes qui ont été faites avant la crise Covid, mais en partie aussi une évolution générale des pays avancés. Et donc ça signifie qu'il y a plus sur les quantités, si on peut dire, plus d'emplois, mais ça veut dire aussi qu'il y a moins de productivité. Et donc, chaque emploi est moins productif, peut-être parce que quand on interroge les entreprises, vous regardez les enquêtes de la DARES, que disent les entreprises quand on leur demande quelles sont les stratégies pour surmonter les difficultés de recrutement? Eh bien, la première réponse qui vient, c'est on modifie le profil des personnes recrutées. Et donc, on peut imaginer qu'au moins dans un premier temps, ces personnes n'aient pas toutes les compétences qui leur permettent d'être à fond dans leur métier et d'être au maximum de leur productivité. Ce qui n'est pas un problème, mais il faut en tenir compte aussi dans les politiques salariales. Ça veut dire que les salaires ne peuvent pas évoluer aussi vite qu'on l'avait vu dans les années 70 par rapport au prix, parce que justement cette productivité ralentit. Et donc il y a plus de personnes, mais avec une rémunération réelle qui croît moins. Pierre Ferracci. Oui, les changements de structure de l'économie qu'évoquait Agnès et les difficultés de recrutement obligent les entreprises à plus former, à plus s'adapter au poste de travail, à recruter effectivement des personnes qui ne sont pas immédiatement adaptées à ce qu'on leur demande dans l'entreprise. Bon, ça d'abord c'est plutôt une bonne chose, moi je dirais, amener les entreprises à s'intéresser un peu plus qu'avant à l'évolution des compétences. Et puis il y a de tels changements dans les profils et dans les qualifications qu'on va rechercher, notamment avec les enjeux de la transition environnementale, que ça me paraît une nécessité. Ça m'amène à dire d'ailleurs que sur ce terrain-là, aussi bien les organisations syndicales que les directions d'entreprise doivent passer à la vitesse supérieure. La transition sociale liée à la transition environnementale, elle va être très compliquée. Il y a des métiers effectivement qui vont se développer, il y a des métiers qui vont naître aussi, il y en a d'autres qui vont exploser littéralement et à défaut de disparaître, qui vont être profondément... par exemple, dans l'industrie automobile, les activités de fonderie, nous on est dessus dans le groupe Alpha, elles disparaissent assez massivement. Pourquoi les activités de fonderie, vous voulez dire pour les blocs moteurs? Oui, par exemple. Les blocs moteurs sont plus du tout les mêmes. Parce que vous avez toujours besoin de carrosserie dans une voiture électrique. Oui, bien sûr. Non, mais quand je dis elles disparaissent, elles s'estompent assez fortement, parce qu'une voiture électrique, c'est construit tout à fait autrement. Donc, il y a des enjeux de qualification et de gestion des compétences qui sont aujourd'hui très complexes dans les entreprises, et il faut que le système de formation se mette aussi à niveau. Ça tombe mal. Il y a eu des progrès. Ça tombe mal avec le compte... Non, mais avec le compte formation... Oui, alors le compte formation, c'est en même temps des formations courtes. Il y a des enjeux de formation plus longues. Mais c'est vrai que ce signal, il ne faut pas qu'il apparaisse comme étant un obstacle demain à cet engouement qu'il y a eu pour se former, qui a été massif depuis 2-3 ans. Alors, je ne vais pas vous demander d'anticiper sur ce qui va se passer à la rentrée de janvier, Pierre Ferracci, d'autant que vous avez dit il y a quelques instants que... Personne ne pouvait savoir aujourd'hui comment l'opinion allait se situer par rapport au projet de réforme des retraites, projet dont on ne connaît pas d'ailleurs tous les contours. Néanmoins, est-ce que cela vous paraissait, je ne sais pas, opportun de programmer cela au début en décembre, puis en janvier ? Bon, il n'y a jamais de moment opportun pour mettre en place une réforme qui est forcément peu populaire. Je crois qu'il y aura des manifestations, ça c'est évident. Il y a un front commun syndical que j'évoquais tout à l'heure avec la CFDT. Laurent Berger n'a pas mandat depuis son dernier congrès de bouger sur l'âge légal de départ à la retraite. Donc ça me paraît évident qu'il va rester, en tout cas pendant un certain temps, collé aux autres organisations syndicales. Après, encore une fois, il faut éviter de se focaliser sur ce problème d'âge de départ. Il y a des enjeux qui sont... J'évoquais le problème des seniors. Il faut peut-être qu'on rentre dans des schémas d'incitation plutôt que de contrainte. C'est évident que si vous allongez l'âge légal du départ, on le voit d'ailleurs depuis 10 ans, les gens partent plus tardivement, de l'ordre de 2 ans d'ailleurs en une décennie, ce qui est beaucoup. C'est pas seulement lié au départ de l'âge légal, mais enfin il y est pour beaucoup. Donc comment inciter les seniors à être plus à l'aise, plus motivés pour rester au travail ? Ça amène à travailler sur leur charge de travail, sur le regard qu'on porte sur eux, sur l'utilisation qu'on fait de leurs compétences et de leurs capacités, en évitant de les montrer du doigt et de développer une forme de jeunisme qui est parfois un petit peu insatisfaisante pour eux. Donc il faut travailler aussi sur ces questions-là. C'est pas seulement le problème du gouvernement, c'est le problème des partenaires sociaux. On n'a pas beaucoup avancé dans la dernière période sur ces questions de pénibilité ou de gestion des seniors.
Agnès Benassi-Kéré, juste un mot de conclusion sur cette question des retraites. Est-ce que sur le plan économique, alors elle peut se poser, dit le gouvernement, puisque le régime ne sera plus équilibré, il y aurait aussi des sommes à réorganiser dans l'économie, à investir dans d'autres secteurs que les retraites. Votre point de vue en conclusion à ce sujet ? Alors sur la réforme des retraites, quand on lit le rapport du corps, il n'y a pas de doute que le système est déficitaire dans les années qui viennent, quelles que soient les hypothèses qu'on fait pour calculer le déficit. Donc il n'est pas à la dérive, quand même. Il y a non, il est déficitaire. Donc il faut savoir si on veut dépenser entre 0,5 et 0,9 points de PIB pour des dépenses qui ne sont pas de l'investissement, alors qu'on doit faire la transition écologique. Alors voilà, c'est le discours du gouvernement qui consiste à dire que ces sommes qui sont investies dans les retraites, c'est pas de l'investissement. C'est pas de l'investissement. Pardon, on n'investit pas dans les retraites. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il faut dépasser juste le strict point de vue des retraites. En fait, un senior qui reste au travail, il produit de la richesse. Cette richesse entraîne des recettes fiscales. Et ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez un gain au niveau du système de retraite, vous reperdez un petit peu parce que certains seniors, effectivement, ne seront pas en emploi et donc il faudra les rémunérer avec des allocations chômage ou des minima. Mais la plupart sont en emploi et la richesse qu'ils créent, eh bien, c'est une richesse macroéconomique pour tout le monde et qui est en fait une bonne nouvelle. Hein. C'est vraiment, il ne faut pas regarder. Je comprends que les gens regardent leur situation individuelle, mais au niveau du pays, une réforme des retraites, essentiellement, ça accroît la richesse. Merci Agnès Benassi-Kéré. Je rappelle que vous êtes chef économiste du Trésor. Merci Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, expert en relations sociales. Dans quelques instants, le point sur l'actualité sur France Culture, il sera 8h44 dans quelques secondes.